La population du Congo, à l'instar des autres États du continent, est majoritairement jeune. C'est un atout, c'est une chance, mais c'est aussi une somme d'attentes et de légitimes exigences à satisfaire. La jeunesse congolaise est préoccupée par son sort et s'inquiète de son avenir. Je l'entends, nous l'entendons. Elle ne demande qu'à être écoutée. Elle mérite d'être mieux écoutée, sans paternalisme, sans mépris, sans arrogance. Elle demande à être associée à la recherche des solutions aux problèmes de la nation, surtout ceux qui la concernent directement. Elle demande par exemple que les questions de l'emploi, de la formation qualifiante, de l'adéquation entre la formation et l'emploi soient traitées avec elle. C'est ce que nous ferons. Je m'y engage. Le Conseil consultatif de la jeunesse, l'un des nouveaux organes constitutionnels de l'État, est à ce propos arrivé à point nommé. Mes chers compatriotes, en me faisant promesse du renouvellement de votre confiance, vous m'avez demandé de façon pressante d'apporter des réponses appropriées à quelques urgences du moment. Je vous en ai donné acte sur les préoccupations que vous-même avez mises en évidence, notamment la création de plus d'emplois au profit des jeunes, l'accès de tous aux soins de santé, le recalibrage et la modernisation du système éducatif, l'amélioration de la desserte des villes et des campagnes en eau potable et en électricité, la préservation de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie dans nos villes, le renforcement de la diplomatie économique, l'affirmation de notre indépendance et de notre souveraineté, la préservation de la paix, de l'unité nationale, de la sécurité et de la stabilité. Mon action durant les 5 prochaines années y sera consacrée. Le gouvernement à venir sera mis à contribution afin de donner suite à toutes ces attentes. La paix, l'unité, la sécurité et l'intégrité du Congo sont pour nous des valeurs sublimes, des valeurs sacrées. Mon devoir, tout aussi sacré, est de les préserver et les défendre sans défaillance. Personne ne peut se complaire à les remettre en cause sans rencontrer l'autorité et la férule inflexible de l'État. La République est une et indivisible. La République est une et indivisible. Les départements en sont les maillons intangibles et inviolables. Personne ne peut s'autoriser à en détacher ou à en affaiblir un seul sans s'exposer à la rigueur de la loi. Il en est ainsi de la nation congolaise comme des autres nations du monde. Mes chers compatriotes, le temps
des joutes électorales est désormais derrière nous. L'élection a eu lieu. Une nouvelle ère commence et doit être une ère de paix et de concorde. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la victoire d'un heureux élu sur d'autres, encore moins le triomphe d'un parti politique sur d'autres. Nous célébrons la victoire de la démocratie, la victoire du Congo. Je suis le président de tous les Congolais. À ce titre, je vous invite à assembler nos mains, à mutualiser nos énergies afin qu'ensemble, dans la tolérance et l'unité, nous nous engagions résolument dans la marche déterminée vers le développement de notre chère nation. Donnons à la République nouvelle ce qu'elle est en droit d'attendre de nous. Faisons don de la somme de nos énergies et de nos intelligences à la nation immortelle, afin que soit porté haut le flambeau de l'unité dans le travail et pour le progrès. Vive la République, vive le Congo, je vous remercie. Voilà, Madame, Monsieur, retour sur ce plateau. On vient donc de suivre la cérémonie d'investiture du président du Congo, Denis Sassou Nguesso. Et nous sommes toujours avec nos trois invités, avec Patrick Ngoma, le secrétaire général de La Chaîne, une association. Une fois de plus, bienvenue sur le plateau. Juste Mondele est toujours là, secrétaire général du club 2002 PUR. Bienvenue. Et enfin, Christian Bouanga, qui est juriste et qui est là aussi depuis le début, comme tous nos panélistes. On va donc débriefer ce discours que vient de tenir le président nouvellement installé. Denis Sassou Nguesso a parlé de rupture. C'est peut-être le mot fort du discours de ce matin. La rupture au niveau des mondanités, avec les mentalités déviantes, non, le laxisme, la paresse, l'irresponsabilité, la fraude, la concussion, le népotisme, le tribalisme. Juste Mondele, ce mot de rupture. Avant de parler de la rupture, je voudrais féliciter le président de la République du Congo pour les 5 prochaines années qui vient d'être investi. Très belle cérémonie, riche en couleurs, riche en émotions. Et il a rappelé que c'est la victoire du peuple congolais, c'est la victoire de la démocratie. La rupture, en effet, le président, dans son projet de société, la marche vers le développement, avait parlé de la rupture. Aujourd'hui, il vient de donner le temps. Il m'est difficile de faire un commentaire parce que je suis citoyen. Je pense que le président a parlé, en prend acte. Je ne rentrerai pas donc dans les détails du discours du chef. Mais ce que je note, c'est un Denis Sassou Nguesso à l'écoute. J'ai noté donc l'écoute, l'engagement, la fermeté, la détermination. C'est un chef d'État qui l'a dit, il a écouté la population. C'est un chef d'État qui a écouté la jeunesse avec ses problèmes. Et c'est un chef d'État qui place ce quinquennat sous le signe de l'économie et du social. Il n'est toujours pas évident de concilier les deux. Ça veut dire que c'est le déterminisme. Il vient là de montrer que il sera possible, et il est possible de lier l'économie au social. Téléspectateurs, je suis en compagnie du président, comme vous pouvez le voir, du président sénégalais Macky Sall, qui a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, quelles sont forcément vos premières impressions suite à cette cérémonie et à ce discours? D'abord, j'ai été très heureux de me retrouver à Brazzaville pour prendre part à cette cérémonie d'investiture, qui est toujours un moment privilégié entre l'élu et le peuple,
c'est le moment d'échange et aussi de renouvellement des engagements pris pendant la campagne. Mais nous nous sommes réjouis de ce que le Congo s'est retrouvé après des élections toujours difficiles. Mais l'essentiel, c'est que le combat pour le développement de l'Afrique se poursuive, c'est que l'unité nationale soit préservée et c'est qu'aussi la solidarité africaine s'exprime, c'est ce qui explique notre présence ici à Brazzaville. Et quasiment toutes les cérémonies d'investiture se ressemblent. Est-ce qu'il y a des spécificités que vous avez notées en ce qui concerne le Congo? Oui, il y a en fait des nuances et des différences, puisque vous savez que chaque pays a une tradition et selon les pays, les formules diffèrent. Là, il y a l'intervention un peu de l'armée pendant la cérémonie. Chez nous, c'est différent. La prise d'armes se fait après la cérémonie au Palais de la République. Il y a également dans la délibération de la Cour constitutionnelle des changements. Mais l'essentiel, c'est quand même une cérémonie d'investiture. Le Conseil constitutionnel ou la Cour délivre et recueille le serment de l'élu et puis le message du président suivi maintenant de différentes festivités. Merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir accepté ces questions. Merci. Eh bien, écoutez, chers téléspectateurs, je me trouve en compagnie du président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, qui vient également d'assister à cette cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso. Un point marquant, effectivement, on peut dire la singularité du discours du président Denis Sassou Nguesso. L'avez-vous noté? Oui, tout à fait. C'était un discours qui se voulait rassembleur et qui était très rassembleur, et surtout en mettant le point sur la priorité pour nos pays aujourd'hui, qui est surtout l'axe du développement. Donc c'est un discours très important et qui a invité les uns les autres à pouvoir le rejoindre. Et surtout, moi j'ai trouvé que c'était encore une fois un bon discours du président et qui se voulait être le président de tous les Congolais. Il a soulevé un certain nombre de problématiques qui concernent forcément aussi d'autres pays africains, dont le Gabon, la lutte contre la corruption, la lutte contre le chômage des jeunes. Est-ce que vous avez été touché par ces mots? Bien, oui, tout à fait. En fait, nous disons aujourd'hui la même chose. Nous sommes des pays où plus de 70% de la population a moins de 30 ans, donc les problématiques sont les mêmes. Nous devons créer des emplois, nous devons développer le pays, faire un effort pour les infrastructures, l'énergie, un respect de l'environnement. Et donc c'est important que nous puissions avoir ce même dialogue, notamment dans le phase de la construction régionale, que nous voulons aussi faire avancer. C'est ce que nous vous souhaitons, chers téléspectateurs. Nous devons laisser Monsieur le Président Ali Bongo s'en aller car il a un programme bien chargé. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'était un plaisir, merci. Merci à vous. Et Thierry, je vous laisse donc la parole. Je vous laisse poursuivre le débat avec les invités sur le plateau. Merci Marie-Angèle. Nous sommes avec M. Thierry Mungala, qui est le ministre de la Communication. Bienvenue sur le plateau, Monsieur le ministre. Et avec M. Rigobert Mabundu, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci tout autant. Le président Sassou Nguesso, vous avez suivi son discours. Il a parlé de diversification. Je suppose que l'agriculture et l'élevage vont jouer un rôle clé dans cette diversification. Absolument. Vous savez, le président Denis Sassou Nguesso a à la fois l'avantage de l'expérience et de la capacité d'écoute du peuple. Mais c'est en même temps un bon lecteur de la réalité sociale que nous vivons, puisqu'il a parcouru tout le pays, a organisé beaucoup de rencontres citoyennes où il a entendu les cris du peuple sur l'ensemble des problématiques qui font aujourd'hui la trame de son programme de développement qu'il vient de dérouler. Donc effectivement, quand vous parlez de diversification, ça fait partie de l'une des préoccupations de notre économie, parce que nous sommes un pays où le pétrole représente à peu près 80% du budget de l'État, et dans des contextes qui sont ceux du retournement du marché pétrolier comme ceux d'aujourd'hui, vous comprenez très bien qu'il y a nécessairement une perspective à donner au pays pour qu'on sorte de cet étau dans lequel le pétrole nous enferme. Donc effectivement, quand il parle de diversification, dans le cadre de la grande thématique de l'économique et du social, il y a effectivement une place importante à donner à l'agriculture, mais pas seulement à l'agriculture. Il y a d'autres secteurs comme les nouvelles technologies, l'information et de la communication, comme les mines, comme les petites et moyennes entreprises, que sais-je encore. Et au-delà de tout cela, il y a quand même le fait qu'il faut conforter tout cela non seulement par une capacité du pays à pouvoir redistribuer le revenu national, lui-même l'a dit, à prendre en charge de grandes questions sociales comme le chômage, comme le sous-développement, mais aussi à permettre à nos départements à véritablement se prendre en charge dans le cadre du développement local. Et c'est pour ça que la question
la décentralisation, qui était déjà présente à la fois dans la nouvelle espérance et dans les chemins d'avenir, vont avoir une envergure beaucoup plus importante, puisque lui-même l'a indiqué qu'on l'a scellé dans la Constitution, mais il y a aussi la volonté politique qu'il vient d'exprimer, un engagement qu'il vient de prendre pour à la fois libérer les moyens, mais aussi mettre à la disposition de nos différents départements des cadres qui pourront permettre de faire un accompagnement de la gouvernance locale, afin que les deux, gouvernance nationale et gouvernance locale, dans cette synthèse qu'il veut nécessairement productive, puissent donner les résultats que nous attendons pour prendre en charge l'ensemble des grandes questions sociales que nous avons dans notre pays, comme le chômage des jeunes et la diversification dont vous venez de parler. Monsieur Mungala, le président Sassou Nguesso a aussi parlé de rupture dans les mentalités, notamment l'irresponsabilité, la paresse, la corruption, le tribalisme, le népotisme. On a senti qu'il avait vraiment envie sur ce plan-là de créer une vraie rupture. Oui, absolument. Le président a marqué par ce discours, et sur ce point précis de la rupture et de la thématique de la rupture, je dirais une double perspective. La première, c'est que la rupture, elle viendra forcément de la gouvernance institutionnelle, parce que la Constitution et les institutions qui vont s'installer progressivement sont dans un environnement totalement différent et vont être redimensionnées. Par exemple, il a parlé de son prochain gouvernement, qui va être responsable devant les élus du peuple. C'est une rupture, puisque nous employons le mot, extrêmement importante avec ce que nous avons connu sur la vingtaine d'années qui vient de se terminer. Et cette rupture, à travers la responsabilisation des acteurs publics, va permettre un contrôle accru du peuple sur les résultats de l'action publique et les résultats de la gouvernance par les institutions. Donc ça, c'est un point essentiel. Ensuite, le président a marqué une rupture, effectivement, sur le plan des valeurs éthiques et morales. C'est-à-dire qu'il a exprimé, en tant que premier magistrat du pays, qui venait symboliquement, vous l'avez vu, de prendre ses fonctions, il a exprimé ce que vont être pour les prochaines années et pour le mandat qui vient, l'éthique du gouvernant, qu'il soit un gouvernant national ou un gouvernant local. Et ça, c'est une rupture, effectivement, comme vous l'avez dit. Enfin, il a exprimé un certain nombre d'axes, comme les a rappelés le ministre Mabundu à l'instant, c'est-à-dire la diversification et la mise en perspective d'une priorité essentielle. Nous sommes un pays jeune. Et on ne peut pas laisser 60 à 70% de la population en marge du développement, parce que sinon on aura un développement qui tournerait à vide. On fait ce qui est bien fait, c'est-à-dire les infrastructures. Nous continuerons à faire ce projet, ces grands projets structurants, parce qu'ils sont nécessaires. Sans cela, il n'y a pas de développement durable ni émergence. Mais en même temps, et c'est la thématique du plus loin ensemble, il l'a rappelé le président de la République, c'est de faire que tout le monde soit sur cette route, soit dans les véhicules qui nous conduisent à l'émergence. Et 70% du pays, c'est les hommes et les femmes de moins de 30 ans qui doivent être absolument au cœur de l'action publique. Voilà pour l'essentiel le contenu que l'on pourrait donner, en tout cas dans l'interprétation qu'on peut en faire, du mot rupture. Dès qu'on parle de la situation dans le pool, parce qu'on a entendu les organisations de société civile qui se plaignent qu'il y a une opacité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous nous rassurez que les opérations se déroulent normalement? Bon, je voudrais, et je vous remercie au nom du gouvernement finalement, de nous donner l'occasion de parler de ces questions-là. Je voudrais d'abord dire qu'il ne faut quand même pas que nous puissions oublier l'essentiel. Toute cette affaire est partie d'une attaque terroriste. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Et c'est un groupe d'individus lourdement armés. Ça, le gouvernement l'a rappelé. Nous disposons de tous les éléments allant dans ce sens-là, de l'armement lourd, à la manière, vous voyez, des terroristes islamistes qui ont des véhicules sur lesquels on a soudé des mitrailleuses. Ça, ce sont des armements lourds, des lance-roquettes qui attaquent nuitamment un certain nombre de postes de police et d'édifices publics, abattent froidement un certain nombre d'agents publics, notamment les agents de sécurité, dans leur sommeil, les surprennent dans leur sommeil. Dans d'autres pays et sous d'autres cieux, on appelle ça évidemment du terrorisme. C'est cela qui se passe d'abord. Et c'est à l'occasion de la maîtrise de cette situation par la force publique que les assaillants se replient dans le département du Poul, qui, pour certaines localités de ce département, sont pour eux des bases arrières. Donc M. Ntoumi et ses complices. C'est dans ce cadre-là, et uniquement dans ce cadre-là, que la force publique combinée police-armée a décidé de procéder à la traque de ces individus qui sont en fuite. Et dans ce cadre-là, hélas, il y a
d'un côté une action qui est tout à fait concentrée et cohérente, qui est la destruction des centres de commandement de M. Ntoumi, parce que contrairement à ce qui est dit, M. Ntoumi n'a pas au centre des localités où il y a le peuple, où il y a les populations, ses bases arrières. Elles sont toujours à l'écart de plusieurs kilomètres du centre urbain ou para-urbain des localités concernées. Un exemple, Soumouna, qui est dans le district de Kinkala, n'est pas dans le centre de Kinkala, mais à plusieurs kilomètres. De même, dans le district de Mayama, le village de Miananzambi, qui est le plus proche, à 3 ou 4 kilomètres de la base de M. Ntoumi. Ce sont ces bases qui ont été la cible unique, des attaques ciblées de la force publique pour détruire le potentiel et empêcher sa reconstitution, c'est-à-dire la capacité pour eux d'entreposer des armements et de réattaquer s'ils désiraient le faire. C'est cela la réalité. Maintenant, dans ce cadre-là, malheureusement, on parle d'une population qui a été traumatisée parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y a eu ce qu'il y a eu dans ce pays, c'est-à-dire des événements militaires. Eh bien, quand les populations voient passer des hélicoptères, ils se disent « on vient nous bombarder ». Il y a eu un mouvement de panique, mais même à ce niveau-là, mon cher ami, contrairement à ce qui est dit par certains médias occidentaux complaisants, disons-le comme cela, il n'y a pas une sorte d'exode biblique de plusieurs dizaines de milliers d'habitants du pôle. Au stade où nous parlons, Caritas Congo, qui est quand même une organisation sérieuse sur le plan humanitaire, qui a été en complément de l'action du gouvernement sur le terrain, était faire une évaluation, a évalué sur les 2 districts, celui de Vinza et de Mayama, 250 déplacés. Vous voyez, on parle effectivement malheureusement de déplacés, mais pas dans les proportions quasi bibliques que l'on dit. Vous nous confirmez qu'en fait la situation n'est pas dramatique telle qu'on l'a décrit? Je dis simplement que la situation, elle est sous la maîtrise de la force publique qui est en train de traquer des fuyards, M. Ntoumi et ses complices. Simplement, on ne parle pas d'individus qui sont armés de fleurs, on parle d'individus surarmés. Mais l'opération de la force publique est proportionnée. J'aimerais conclure sur un autre point qui est en rapport avec cette affaire. J'ai suivi sur un média international très connu l'évêque de Kinkala, Monseigneur Portela. J'ai été assez peiné, je suis moi-même chrétien, mais bon, ça me regarde à titre privé. Autant je pouvais comprendre, même si je considère qu'il y avait des exagérations dans son propos, qu'il pouvait parler de l'aspect humanitaire de cette affaire. Autant là, on pouvait le comprendre, même s'il y avait des exagérations ou des inexactitudes, autant j'ai été choqué d'entendre un prélat parler de l'aspect politicien, c'est-à-dire d'évoquer ce qu'il appelait la non-transparence du processus électoral. Là, nous sommes sortis de la mission pastorale et je rappelle quand même un passage biblique, je n'en connais pas beaucoup, mais j'en connais au moins un, c'est l'Évangile selon saint Marc qui dit rendre à César ce qui est à César et laisser à Dieu ce qui lui appartient. Merci Monsieur Thierry Mongala, je rappelle que vous êtes ministre de la Communication. On va remercier votre collègue du gouvernement, Monsieur Rigobert Mambundu, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Et on va donc lancer quelques éléments qu'on a pu recueillir des chefs d'État qui étaient présents à cette cérémonie d'investiture. On revient pour un autre plateau. Tiens, notre frère. Et vous savez, moi je suis allé au Congo depuis longtemps, donc je suis chez moi. D'abord, nous sommes ici dans un pays frère qui nous a toujours bien accueillis, un pays frère avec qui nous partageons une longue histoire, pour soutenir le président Sassou Nguesso, pour le féliciter, pour avoir organisé de bonnes élections, et puis le peuple congolais lui a renouvelé sa confiance. Donc il est tout à fait normal que nous puissions marquer cette notre présence ici. Le peuple congolais et le peuple nigérien sont des peuples frères. Certes, on est un peu éloigné par la géographie, mais du fait des valeurs communes que nous partageons, notamment avec le président Sassou, il était normal qu'on marque notre solidarité vis-à-vis non seulement du président, mais également vis-à-vis du peuple congolais. Et je suis porteur d'un message du peuple nigérien au peuple congolais, un message de paix et tous les souhaits du peuple nigérien pour la stabilité, le progrès et le bonheur du peuple frère. L'expression la plus achevée de cette solidarité africaine, de ce compagnonnage et de cette coopération entre pays africains. Et les Africains doivent croire en eux-mêmes et doivent bâtir cette solidarité pour le développement du continent. Vous savez les liens d'amitié qui existent entre son Excellence le président Sassou et le président Faure du Togo. Et donc le chef de l'État togolais voudrait bien, le
venir lui-même être aux côtés de son ami et frère pour célébrer cette victoire, mais retenu par un programme, il m'a dépêché de venir témoigner l'amitié. Voilà, retour sur ce plateau. Nous sommes avec deux nouveaux invités. Nous sommes avec Madame Arlette Soudan Nono, qui est membre du bureau politique du Parti congolais du travail et le Parti au pouvoir. Bienvenue sur le plateau, Madame. Merci. Juste à côté de vous, nous avons Monsieur Jean-Louis Borloo, qui est le président de la Fondation Énergie. Bienvenue sur le plateau aussi. On va commencer par Monsieur Jean-Louis Borloo. Alors, cette Fondation Énergie, vous en parlez beaucoup sur le continent, et vous souhaitez, vous dites, donner de la lumière au continent africain. Quelles sont vos relations avec le président Sassou Nguesso? On sait qu'il est l'un des acteurs majeurs de ce projet-là. C'est même lui qui l'a lancé. Il y a un peu plus d'un an, en août 2014, il m'appelle et il me dit « Tu sais Jean-Louis, il se trouve que moi j'avais une grave pépin de santé, j'avais donc démissionné de tout. Le problème de l'électrification de l'énergie sur notre continent est la priorité parce que c'est ce qui permet l'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la sécurité, à la libération des mamans. » Et il m'a demandé de commencer à travailler. J'ai rencontré le président de la BAD, puis d'autres chefs d'État africains. Et ce n'est pas mon plan, c'est le plan des chefs d'État africains qui consiste à avoir un outil d'accélération de l'électrification du continent africain. Vous savez, des projets, il y en a partout. Des financements mondiaux, il y en a partout. Mais il manque toujours quelque chose. C'est ce petit quelque chose. C'est 10, 15, 20, 25% selon les dossiers de financement avec une équipe de haut niveau au service des chefs d'État africains. Alors, c'est un instrument africain. Le conseil d'administration est composé des chefs d'État africains. Ensuite, il y a des équipes opérationnelles. Et moi, je suis allé chercher la solidarité internationale, notamment européenne, parce que les enjeux de l'Afrique, les enjeux du reste du monde, et notamment d'Europe, sont complètement liés. Une Afrique vraiment électrifiée, c'est un développement de l'Afrique et ça a des répercussions positives pour le reste du monde et pour l'Europe. Comment ça va se concrétiser sur le terrain, M. Borloo? Alors, les projets, ils existent. L'agence, elle ne fait pas les projets à la place. Vous avez des tas de gens qui ont des projets avec des financements, Banque mondiale, Banque africaine de développement. Mais il manque un petit quelque chose. Et c'est ce quelque chose que les chefs d'État africains vont décider d'apporter sur chacun des projets. Certains, c'est de l'énergie solaire, d'autres, c'est de la biomasse, d'autres, c'est de l'hydroélectricité, d'autres, de l'éolien, peu importe. Mais tout ce qui permet de passer de 25 à 80% d'électrification en 10 ans. C'est ça le propos. Donc moi, je suis très heureux d'être à ce moment important pour le Congo. Cette nouvelle phase, après la phase de la paix civile qui était à construire. Et il faut bien se rendre compte de l'importance qu'a été cette phase-là. Et maintenant, il y a une autre phase, et le président a parlé de la rupture. Justement, on parle de dans rupture. Des termes très forts, très très forts. Moi, je souhaite avoir le discours écrit du président parce que c'est un monument de vision. Quand on parlait justement de rupture, Madame Nono, vous êtes membre du comité, du bureau politique plutôt du PCT. On parle de rupture. Il parle de rupture avec les comportements déviants, la paresse, le tribalisme, le népotisme. Vous avez senti franchement qu'il y aura quelque chose qui va bouger dans les prochains mois? Écoutez, les jalons ont été déjà posés, comme l'a dit M. Borloo. Nous avons d'abord eu à reconstruire la paix, sans laquelle rien n'aurait été possible à ce stade. Et maintenant, au travers de cette paix, qu'est-ce qu'il y a eu après la guerre de 97? Cette paix qui nous est chère, sans paix, pas de développement, sans vie du tout. Il a fallu rassembler, il a fallu reconstruire le tissu social, il a fallu ramener l'unité nationale. N'oubliez pas que nos pays, comme les pays occidentaux, il n'y a pas bien longtemps encore, étaient composés de différentes ethnies. C'est pour ça que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a parlé d'ethnocentrisme également. Il y a dans le cadre des ethnies, nous avons toujours, même après la colonisation, le colon nous avait emmené pratiquement même des séparations un peu de différents groupes comme ça, et qu'il a fallu aussi réconcilier. Et maintenant que le Congo, Brazzaville, précisément, nous avons acquis cette
paix que nous chérissons, que nous consolidons. Il est temps maintenant que nous continuions à aller vers l'industrialisation, donc le développement. Et pour cela, il faut continuer à unir. Et n'oubliez pas que nous sommes encore un jeune pays, une jeune république. Là, nous sommes dans une certaine nouvelle république. 55 ans, c'est rien, monsieur. 55 ans, ponctué de quoi 55 ans? Lorsque vous connaissez l'histoire du Congo qui est récente, après les indépendances, le premier chef d'État chez nous, Youlou, l'abbé Fulbert Youlou, a été chassé par un groupe de groupes populaires. On a appelé ça des différents complots, des différents coups d'État, comme le terme que je n'aime pas employer. Et l'Afrique a connu ces différents coups d'État comme ça, souvent avec une main un peu extérieure, occidentale, comme ça, qui poussait. Et maintenant, comme l'a dit, au-delà de cette paix, au-delà de cette unité, dans la rupture, pas seulement avec le laxisme, la paresse, l'impunité et autres, oui, mais également avec un partenariat, un regard différent sur fond de souveraineté nationale. Là aussi, il faut le souligner, parce qu'il y a la réelle politique, oui, mais souvent elle était faite au détriment des peuples, au détriment des citoyens. Et là, le chef de l'État congolais, dans ce discours de rupture, ce n'est que le second, mais celui-là, il a encore monté d'un cran, parce que le précédent, sur le plan national, a été tenu le 22 décembre 2015, où nous parlions déjà de rupture avec l'ordre ancien, mais là, c'est beaucoup plus prononcé. Un engagement solennel. La communauté internationale et l'État congolais. Et devant toutes les institutions de la République, et ce n'est pas peu. Et il faut aussi également souligner que dans cette rupture, la place belle est faite à la jeunesse, majoritaire, tant au Congo qu'en Afrique de façon générale, sans laquelle la gestion des ressources humaines, rien n'est possible. Monsieur Borloo, l'un des défis majeurs du Congo, c'est la diversification de son économie. Les prix du baril de pétrole sont en train de s'effondrer, le pays connaît des problèmes. Quel conseil vous pouvez donner à l'État congolais pour qu'il puisse diversifier son économie? Moi, je n'ai aucun conseil à donner. Les Congolais ont les ressources humaines pour prendre leurs décisions. Ce que j'entends bien, c'est la rupture, c'est le développement économique, que personne ne soit au bord de la route. Pour ça, il faut de l'électricité. Vous n'avez pas de développement d'emploi sans électricité. Et cette électricité, c'est l'électricité renouvelable du continent. Enfin, l'hydroélectricité de l'Afrique est le premier gisement du monde. Dans chacune des énergies renouvelables, l'Afrique est le premier producteur potentiel. C'est ça le grand paradoxe de cette affaire. Et donc les problèmes de prix du pétrole ont eu un impact aujourd'hui, évidemment, extrêmement difficile pour le Congo, mais c'est la diversification des énergies qui va permettre la diversification des activités artisanales, industrielles et agricoles qui feront le Congo de demain. Et c'est pour ça que j'étais très heureux d'entendre le discours du président. De cette nouvelle République, il suffit de faire une relecture de la nouvelle constitution qui est pleine de promesses. Mais si je dois prendre un exemple tout simple, il y a quelques maux que subissent la République du Congo depuis plusieurs années et il est question de faire mieux, de les changer. Il faut peut-être parler de rupture et la vraie rupture parce que le Congo en a besoin. Rassembler davantage, partager davantage, tels sont quelques points que devrait exercer la nouvelle République. Nous sommes ici aujourd'hui pour prendre part à l'investiture du président de la République. Il s'agit là du premier président de la nouvelle République et nous pensons qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques et socio-économiques de ce pays sont réunis pour soutenir le président dans cette nouvelle mission qu'il attend. Aujourd'hui, le peuple congolais a de nouveau fait confiance au président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour nous, comme l'a dit le président, d'aller vers la modernisation et vers le développement de notre pays. C'est donc ce défi que nous allons relever, celui de développer totalement la République du Congo. Je suis très heureux et honoré de l'invitation du président Sassou Nguesso. C'est une très bonne occasion pour toute l'Afrique de venir saluer le peuple du Congo et son dirigeant. Donc, j'ai été très honoré de pouvoir y associer le Bénin, sachant que le Bénin sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, mais en tant que grand ami du Congo. Voilà. Pour nous qui sommes derrière le président nouvellement élu,
Et pour le président, cette séquence est une séquence particulièrement importante, décisive dans la vie du Congo, pour autant que c'est le moment de lancer véritablement le Congo sur la voie du développement. Je pense qu'elle évolue peu à peu, peut-être pas de manière uniforme sur toute l'étendue du continent. Il y a des hauts et des bas, il y a des endroits où cela progresse de façon plus visible que d'autres. Mais enfin, tout ça doit être encouragé. On va dans le bon sens. On a encore des obstacles à franchir. Il ne faut pas les minimiser. Il faut en prendre conscience et tout mettre en œuvre pour qu'on franchisse ces derniers seuils, ces derniers obstacles, pour parfaire notre système. Retour sur le plateau Marie-Angèle Touré, et c'est la fin de cette retransmission spéciale. Et oui Thierry, effectivement, merci à vous chers téléspectateurs, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à tous les invités qui ont accepté de répondre à nos questions alors qu'ils se trouvaient parfois à l'intérieur de la salle de l'investiture. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale. On va remercier les équipes techniques et puis on va souhaiter bonne suite des programmes sur les antennes de Africa 24. À bientôt.